Bonjour à tous. Bon, bah écoutez, merci beaucoup d'être là pour ce premier live. Je vous remercie de prendre un petit peu de votre temps pour parler avec moi de cette saison 2022. Je me suis dit que ça serait peut-être sympa de faire justement pour le dernier épisode de cette série Two Worlds un petit live et du coup pouvoir échanger un petit peu avec vous. Répondre un petit peu aux questions que vous m'avez posées, que ce soit sur Insta ou sur YouTube. Merci beaucoup pour ça, parce que du coup, ça m'a vraiment permis de préparer un petit peu tout ça. Et l'idée, voilà, c'est qu'on passe une petite heure ensemble. Je vais essayer de répondre au maximum de questions. J'ai identifié à peu près 8 groupes de questions. Et on va parcourir tout ça. Si vous avez d'autres questions, des précisions que vous souhaitez que j'apporte, n'hésitez pas à me mettre tout ça dans le chat. Je vais essayer de regarder en même temps, à la fois garder le tout pendant 1 heure et prendre le plus de questions possible également. Donc, déjà, avant de commencer, je voulais juste vous remercier tous pour votre accompagnement tout au long de cette saison, tous les commentaires que vous avez pu faire dans les vidéos, sur les posts Insta. Vraiment un grand merci pour votre bienveillance. C'est vraiment super motivant, à la fois dans le cadre des courses, dans le cadre des entraînements. Et également, naturellement, ça me motive beaucoup pour vous proposer du contenu, même si cette année, il y en a eu un petit peu moins. Mais j'espère en tout cas que vous avez apprécié un petit peu plus la qualité des vidéos. En tout cas, ça a pris pas mal de temps à les monter, surtout celles de cette série. Donc, l'idée, ça sera de poursuivre ça l'année prochaine. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Bon, on va s'y mettre parce que sinon, on va pas avoir le temps de tout parcourir. Et donc, pour commencer, vous m'avez beaucoup demandé de faire un petit bilan de cette saison 2022. Alors, je dirais que le bilan, il est pour moi très positif parce qu'au final, j'ai passé vraiment de super moments, que ce soit en termes de préparation, que ce soit pendant les courses. Alors, les courses, pour moi, c'est un tout. C'est pas uniquement à partir du moment où on commence à nager. C'est vraiment toute l'expérience avant, pendant et après. Et à ce niveau-là, ça a été des super expériences. Alors, pendant cette série Two Worlds, j'ai essentiellement parlé donc, des championnats du monde, que ce soit à Saint-Georges, que ce soit à Kona et encore à Saint-Georges pour les 70.3. Mais c'est vrai que chacune des courses, alors il y avait en plus l'Ironman à Vitoria et l'Ironman au Kazakhstan, ça a été des expériences qui, je pense, valaient la peine d'être vécues. Et ça a vraiment été sympa de partager ça avec vous. Donc, à ce niveau-là, en termes d'expérience, je pense que ça a été vraiment très, très positif. Après, en creusant un petit peu, clairement, merci beaucoup pour les commentaires. Bon, si la qualité est bonne, c'est l'essentiel. Si vous m'entendez bien également, normalement, ça devrait aller. N'hésitez pas si jamais c'est un peu bas ou quoi. Donc, en termes de performance, c'est là où c'est peut-être un petit peu plus en demi-teinte. Alors, bon, la grosse différence cette année, ça a été, comme vous l'avez certainement vu, une énorme augmentation du volume en matière à l'entraînement, que ce soit à la fois en natation, en vélo et en course à pied. Alors, bon, on peut décortiquer un petit peu tout ça, mais je dirais que dans le bilan, il y a beaucoup d'améliorations en natation. Et ça, je pense que ça vient essentiellement du volume, parce qu'il n'y a pas vraiment de secret. Le volume, c'est clairement, pour moi, une des clés de la progression. Et cette année, en natation, il y en a vraiment eu beaucoup. Alors, c'est pas juste aller nager bêtement et faire des longueurs. C'est à la fois ça, naturellement, donc travailler l'endurance, travailler l'aisance dans l'eau, parce que naturellement, la respiration n'est pas la même que lorsqu'on est en vélo ou en course à pied. Mais c'est également prendre le temps de travailler sa technique. N'étant pas nageur à la base, c'est vraiment quelque chose qui pour moi n'était pas du tout naturel. Donc, c'est difficile, disons, également de comprendre que la technique, on ne va pas nécessairement la travailler comme une brute, en poussant comme un barbare dans l'eau, mais qu'au contraire, il faut vraiment y aller en douceur et que c'est comme apprendre à marcher. C'est quelque chose qu'on va faire petit à petit en se concentrant sur des petits gestes. Et à ce niveau-là, je partais je crois, on était à 1h10 en début d'année pour faire 1h02 à Vitoria. J'ai fait 1h07 à Kona
sans combinaison, dans des conditions qui, je pense, étaient quand même un petit peu moins confortables également, du fait que ce soit une natation en mer qu'en lac. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'il y a eu pas mal de progrès. Donc, natation, clairement, je pense que c'est pas un sport qui va apporter autant de fatigue peut-être que la course à pied. Et clairement, le bilan 2022 en termes de natation est plutôt positif. Et il faudra naturellement poursuivre l'année prochaine. Alors peut-être un petit peu moins en volume, mais toujours en travaillant pas mal la technique, en tout cas en ayant une bonne balance à la fois entre volume et intensité pour pouvoir encore améliorer les temps et réussir à faire en course les temps que j'arrive à faire à l'entraînement. Parce que l'idée, naturellement, c'est pas d'être le meilleur à l'entraînement, ça on s'en fout un peu tous, c'est vraiment de pouvoir retranscrire ça en course et ça sera vraiment l'accent pour l'année prochaine. Alors après en vélo, beaucoup de travail aussi, beaucoup de volume. Je pense que je crois que j'avais compté, on en était à plus de 13 000 km, je crois, en arrivant à Kona. Et là, clairement, il y a eu pas mal de renforcements. Il y a eu une petite augmentation, développement de la FTP. Mais je dirais que la majeure partie du volume a quand même été fait à basse intensité. Donc, je visais souvent entre 170, 190 watts, 200, 210, parfois un petit passage à 220. Et ça, c'était vraiment la majeure partie des séances, avec des durées qui allaient. Je ne calcule pas vraiment en durée, c'est davantage en termes de kilométrage, entre, on va dire, 40 et puis naturellement pour les longues sorties avant les Ironman, 180, 190, 200 km. Mais ça, c'est la raclée de temps en temps. Mais bon, c'était pas la norme. Mais en tout cas, ce qui a marqué cette année en termes d'entraînement au vélo, c'était vraiment beaucoup de volume, à une intensité qui est relativement basse, moyenne, mais pas vraiment d'intensité plus élevée pour justement essayer de tirer la puissance vers le haut. Et je pense que ça sera vraiment l'un des axes de développement l'année prochaine. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a eu pas mal de développement de positifs, notamment la capacité à tenir une puissance plus élevée. Quand je regarde par exemple à Saint-Georges récemment, je crois que ma puissance moyenne sur les 90 km, on va dire sur les 75 premiers kilomètres, c'est-à-dire jusqu'à l'arrivée en haut de Snow Canyon, et après on a 15 km qui est en descente, mais on va tellement vite qu'en fait, avec le plateau que j'avais, j'étais en 50 et en 10 à l'arrière. C'est juste impossible de pousser davantage, mais je crois que je dois être à 248, 249. Après, ça redescend un petit peu parce que bon, c'est juste pas possible de tourner à 200 tours minute pour pousser encore davantage. Mais ça, c'était quelque chose que j'arrivais pas à tenir avant. Et pareil sur Kona, c'était pas vraiment un super exemple, mais Vitoria sur le vélo, petit problème mécanique du coup qui m'a empêché vraiment pendant une bonne partie avant de pousser avec le plateau qui se barrait tout simplement. Donc j'avais pas envie de l'arracher totalement, mais en tout cas c'était ça allait dans le bon sens. Et je dirais qu'il y a eu également, Maxime, effectivement, même en 54-11, je pense qu'on avait, on aurait pu quand même monter 56 ou 58. Je crois que le pic de vitesse que j'ai, ça doit être 77, 78 km/h. Et voilà, juste avec le 50-10 que j'avais. Et donc, l'autre amélioration en vélo, je pense que c'est clairement au niveau de la position, au niveau de l'aérodynamique. Donc 2 passages en vélodrome, à chaque fois avec un bike fitting avant. Donc le premier que j'ai testé ensuite en live à Saint-Georges lors des championnats du monde au mois de mai. Ça m'a permis de voir que certaines choses n'allaient pas tout à fait et donc de repasser au vélodrome pour réajuster la position, que j'ai testé ensuite à Vitoria, toujours avec le setup de base qui venait avec le vélo Canyon, même si j'avais pris les repose-bras un petit peu allongés. Et sur cette base-là, donc, qui a été validée en termes de position, j'avais fait produire donc par Unico les prolongateurs que j'utilise maintenant. Et ça, clairement, c'est quelque chose qui, pour moi, a vraiment changé beaucoup de choses sur le vélo, que ce soit en termes de maintien de la position aéro, parce que ça sert pas à grand-chose au final de développer une super position. Si on n'arrive pas à la tenir, tout simplement. Celle que j'avais avant avec mes speed bars sur mon ancien Speedmax, la position était encore plus agressive, beaucoup plus basse au niveau des épaules, des coudes, qui étaient beaucoup plus proches donc de la base bar.
mais c'était super difficile à tenir au final et ça forçait davantage quand même à sortir de la position. Et en arrivant à la T2, la sensation n'était pas la même, quoi. Ça tirait un peu plus, ça faisait un petit peu plus mal dans le dos. Alors que là, clairement, il n'y a pas du tout, il y a pas du tout de douleur. Alors c'est un investissement, c'est clair. Mais bon, très honnêtement, c'est pour moi quelque chose qui a changé la dynamique sur le vélo. Et donc, course à pied, dernier point pour finir un petit peu ce bilan de l'année 2022. Course à pied, là, je suis assez déçu en réalité de ce qui s'est passé pendant l'année. Et je pense que ça a été en très grande partie lié à un manque d'entraînement à plus haute intensité. Il y a eu beaucoup de sorties en endurance, même parfois des semaines à 100, 110, 115 km, je crois. Ça doit être la plus grosse que j'ai faite. Mais beaucoup d'endurance. Et au final, ça permet de tenir la distance, mais ça ne permet pas de la courir très vite. Et je pense que c'est vraiment une erreur, d'une part, d'avoir trop misé sur cet aspect de l'entraînement sans avoir une balance suffisante avec l'intensité. Chose que je suis en train de changer pour le marathon de Valencia que je vais courir donc dimanche prochain, où même si je n'ai pas un volume de fou, je crois que je dois être à 70 km/h 70 km semaine maximum. Ces dernières semaines, j'ai quand même beaucoup plus d'intensité course et au-delà, qui au final, je pense, va permettre d'avoir quand même une meilleure performance, que ce soit sur cette course-là, mais également sur l'année prochaine. Et donc du coup, à ce niveau-là, effectivement, je ne suis pas super content. Bon, je m'étais un petit peu blessé à Vitoria, donc forcément, ça a un petit peu handicapé pour les courses suivantes. Mais je pense que le bilan pas super positif. Et en comparaison, par exemple, à Kona, je n'en parle même pas parce que j'ai totalement dévissé, c'était n'importe quoi. Mais à Saint-Georges, par exemple, alors, le temps n'était pas hallucinant. Je crois que j'ai fait une 28, mais j'ai fait une 28 vraiment en passant un beau moment. J'ai pas du tout lutté. Il y avait quand même pas mal de D+, mais au final, c'était quelque chose que j'ai pu rattraper quand même pas mal dans les descentes. Et sans être dans la forme de ma vie, j'ai quand même fait une course à pied qui était beaucoup plus agréable que celle que j'ai fait par exemple à Astana, où là, pour le coup, ça se justifiait vraiment pas, si ce n'est par un état de méforme, un manque de vitesse justement. Peut-être, il y avait aussi peut-être le problème d'ingestion de l'eau un peu pourrie qu'il y avait là-bas. Mais bon, j'ai fait une 34, je crois, et là, clairement, c'était bien en deçà de ce qui était visé. Donc, voilà un petit peu en deux mots pour le bilan 2022, en tout cas, ce que j'en retire dans les grandes lignes par rapport aux trois sports. Je dirais que par rapport, de manière générale, à l'entraînement, je pense qu'il y a eu beaucoup de volume, et ça, c'est pas nécessairement en soi un problème si on le lisse sur l'année. Je pense que le problème, c'est qu'il il a peut-être été mis à des moments qui n'étaient peut-être pas les bons. Déjà, 3 Ironman, 3 full durant l'année, c'est peut-être beaucoup. Je ne pense pas pouvoir, en tout cas, vouloir refaire ça les années suivantes. L'idée, c'est peut-être une course en début d'année, un full en début d'année, peut-être choper un slot pour les championnats du monde. Ça dépend où est-ce qu'ils se tiennent. Si c'est Nice, forcément, l'excitation sera peut-être pas la même que pour Kona, mais bon, ça reste encore à vérifier. Et au milieu, avoir des 70.3 dont on récupère quand même beaucoup plus vite. Mais en tout cas, éviter d'avoir des foules qui s'enchaînent. Parce qu'au final, on est dans une spirale où il faut quand même remettre pas mal de volume, alors qu'on ressort d'une préparation déjà avec un volume important, une course qui nous a quand même bien démonté, et repartir parce qu'on a quelque chose dans le même genre dans quelques semaines. Je pense que c'est pas forcément la meilleure idée, alors qu'un half, on peut quand même s'en remettre beaucoup plus rapidement. Donc du coup, je pense qu'il y a eu effectivement beaucoup de volume, trop de volume certainement, mais un volume qui aurait peut-être pu être géré mieux s'il avait été placé à des moments plus judicieux. Et je pense que le gros problème également venait certainement de l'affûtage, en tout cas du manque d'affûtage, parce que j'ai regardé un petit peu ce que j'ai fait, et souvent je gardais un volume avec des grosses séances jusqu'à 10 jours, 8 jours même parfois, avant les courses.
Et là, clairement, c'était mal géré. Le corps pouvait pas récupérer et c'était juste pas possible d'avoir absorbé tout ce qui s'était passé avant pour performer comme il fallait le jour de la course. Ça n'allait juste pas. Donc, et petit Méo Trail qui me dit qu'on s'est croisé à Kona dans l'Energy Lab. Alors clairement, moi j'étais dans un état second, je luttais pour ma vie là-bas, donc si on s'est croisé et que je t'ai pas salué, désolé, mais c'était un moment de panique là-bas pour moi. C'est pas forcément le moment dont je me souviens avec le plus de, disons avec le plus de joie à Kona. Mais bon, donc voilà, disons que je pense que l'année prochaine, si on met un petit peu en perspective par rapport à ce qui s'est passé cette année, il y aura beaucoup plus de temps qui sera dédié à l'affûtage. Ça sera quand même... ouais, j'étais dans le dur, là, clairement. Donc, il y aura beaucoup plus de temps qui sera dédié à l'affûtage. Et je pense qu'il y aura... Donc, ça sera à la fois en temps, mais également en volume, gardant naturellement de l'intensité, parce que le but, c'est pas de retomber, c'est pas de perdre les bénéfices de l'entraînement. Mais ça sera certainement une des leçons de 2022. Et également, voilà, en termes de volume, de fait, s'il y a un full en moins, le volume devra être un petit peu moins important. Ça permettra d'avoir un petit peu plus d'intensité pour préparer des 70.3. Donc, voilà, on apprend finalement de ces erreurs. Et ça, c'est une erreur que j'ai fait en 2022, que je garderai en tête pour 2023. Alors, prévu de changer d'entraîneur pour cette saison 2023. Alors, c'est prévu, je vous en parlerai bientôt et je pense justement que ça va bien caler avec cette approche que je souhaite avoir, avec une approche aussi, donc je vous parlais dans le trailer pour la nouvelle série, beaucoup plus axée sur les chiffres, beaucoup plus scientifique, peut-être plus moderne en un sens, mais c'est l'idée. Et ça, je vous en parlerai très bientôt dans une petite vidéo qui sera dédiée à ça. Effectivement, l'idée, c'est de gérer mieux les volumes, intensité, affûtage. Mais au-delà de ça, je ne sais pas si vous avez vu sur Insta, mais je vais travailler également avec... Salut David, avec Moxie. Et donc, c'est l'idée, toujours continuer à faire les tests de lactate et autres, de manière certainement un petit peu plus périodique pour justement ajuster vraiment de manière un petit peu plus précise tout au long de l'année les zones d'entraînement. Et je pense que ça va être un bon match avec le coach avec lequel je vais travailler. Mais ça, je vous le dis, je vous en parle un petit peu plus très rapidement. Voilà, bon, je vais avancer un petit peu parce que sinon, on ne va pas avoir le temps d'aborder tous les autres sujets. Avec Yannick, ouais, alors c'est pas avec Yannick que je vais... c'est pas Yannick qui va me coacher, mais en tout cas, je lui demanderai conseil et je pense qu'il sera de très, très bons conseils. Alors, bon, vous m'avez aussi également demandé pas mal de retours sur Kona. Et qu'est-ce qui a causé, selon moi, un petit peu le Jan Frodeno, ça serait pas mal. Ce qui a causé un petit peu le ratage total. Donc, bon, il y a plusieurs éléments que j'avais certainement sous-estimés. Donc, la chaleur, c'est un élément, mais la chaleur en soi, c'est jamais quelque chose qui m'a vraiment posé trop de problèmes. Ensuite, il y a l'humidité. Et l'humidité, c'est quand même différent. Alors, j'étais arrivé 11 jours avant, je crois, de mémoire, ce qui normalement est assez suffisant, je dirais, pour s'acclimater. Donc, j'ai fait quelques jours sur l'île d'Oahu, c'est là où il y a Waikiki, et ensuite, je suis arrivé sur Kona. En termes d'humidité, en termes de conditions, c'était pas si différent. Donc, voilà, là, c'était en termes de timing, en tout cas, je pense que c'était pas trop mal géré. Mais clairement, l'humidité, pendant les entraînements que j'ai pu faire avant, c'est quelque chose que je ressentais, sans pour autant que ça m'handicape, mais voilà, ça limite tout de même la performance. Mais j'ai quand même fait des belles sessions avant les championnats du monde et j'imaginais pas en fait que durant la course, j'allais vraiment partir totalement en live comme ça s'est passé. Ensuite, il y a le parcours. Alors, le parcours, il est très, très spécifique. Ça, clairement, je pense que c'est quelque chose que j'ai négligé parce que la natation,
Elle est difficile parce que le départ, déjà, c'est le chaos. J'avais fait l'Embrunman, où c'est une sorte de mass start. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont fait, euh, de nuit, euh, qui déjà était un peu anxiogène. C'est un peu le genre machine à laver, on voit rien. C'était un peu la folie. Kona, c'est un petit peu différent parce qu'on est là, on flotte un peu. Alors déjà, on prend des coups de partout parce que tout le monde essaye. Ah ouais, Embrun. J'imagine que tu as des souvenirs. Ah bah 2019, on l'a fait ensemble. Des souvenirs du coup du départ, du départ de nuit là-bas. Mais du coup, à Kona, voilà, on est là, on flotte, on prend des coups un peu de partout. Tout le monde essaye de se positionner. Et quand ça part, alors là, il y a des coups qui volent de partout. Il y a forcément les mecs qui sont devant, qui commencent à mettre des coups de pied partout. Il y a des bras qui volent de chaque côté. Et c'est un peu comme ça pendant. Moi, j'ai pas la capacité de m'arracher d'un groupe et de vraiment partir là où il n'y a pas trop de monde. Donc, pour moi, ça a duré, je sais pas, peut-être 1000 mètres, 1200 mètres, où vraiment c'est très compact. Après, ça commence un petit peu à se disperser, mais c'était très, très difficile de poser la nage. En plus de ça, c'est assez difficile de voir parce qu'il y a de l'eau qui flotte partout. Et même si, au final, le parcours est assez simple, on dévie forcément un petit peu. Mais je pense que la grosse difficulté, c'était vraiment... voilà, la gestion peut-être un peu du stress, parce que c'était pas forcément le plus agréable au départ. Et puis gérer effectivement tous les gens autour, que ce soit des gens qu'on double, des gens qui nous doublent, ça a été assez compliqué. J'ai pas eu de difficulté particulière. Au final, 1h07, dans ces conditions-là, avec un petit peu de courant et un départ qui n'est pas un rolling start, sans combinaison, c'était pas horrible. J'aurais préféré faire mieux, mais c'était pas atroce. Après le parcours vélo, clairement, là, c'est là que j'ai vraiment sous-estimé la chose. Ouais, natation pas très agréable et course à pied non plus. J'ai pas non plus pris beaucoup de plaisir en vélo, pour être honnête, Raphaël. Le vélo, je pense que je l'ai vraiment sous-estimé. Je pensais que ça allait se passer beaucoup mieux, pour être honnête. Je pensais que c'était un parcours où il y a à Avis, il y a cette petite montée il y a quand même 1600 mètres, je crois, de dénivelé sur tout le parcours, mais c'est là où il y a la plus grosse montée, disons. Au départ, ça part bien, et après, je pense que dès que je suis arrivé sur la Queen K, j'ai vraiment ressenti, c'était vraiment un manque d'énergie, une sorte de, être un petit peu vidé, et ça s'est juste poursuivi pendant l'intégralité du parcours vélo. Pour mettre un peu en perspective, je finis avec, on va dire, quasiment 250 watts de moyenne à Saint-Georges. Je finis avec 182 watts de moyenne à Kona. Donc vraiment, j'avais juste rien dans les jambes. Et c'est assez difficile de s'expliquer pourquoi, si ce n'est, comme je vous l'ai dit, parce qu'il y avait tout simplement une accumulation de fatigue qui venait d'assez loin. Parce que la nutrition était très bien gérée, le repos était très bien géré. Pour le coup, j'ai pas fait énormément avant Kona, donc l'affûtage, je pense qu'il était relativement bien géré aussi. Manu, ouais, un coach natation, ça, je pense, c'est une très bonne idée, mais il faut en trouver un. Il faut en trouver un. Et j'ai regardé un petit peu, et honnêtement, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à trouver, en tout cas là où j'habite. Donc voilà, c'est difficile à expliquer, si ce n'est par une énorme fatigue qui finalement s'est révélée peut-être à ce moment-là. Je ne l'explique pas autrement, honnêtement. Si vous avez des pistes, je suis preneur, mais à ce stade, j'ai un petit peu... beaucoup même analysé les données que j'avais. C'est vraiment une baisse très très marquée de la puissance sur le vélo, quelque chose qui m'était jamais arrivé avant. Donc bon, je pense que ça sera l'un des axes notamment à développer l'année prochaine. Course à pied là, il y avait plus de jus en fait, tout simplement, quoi. Donc passer les 2-3 premiers kilomètres où en fait t'as l'euphorie, tu vois, d'être revenu en ville, tu repars et il y a tout le monde et tout, donc là t'oublies un petit peu, t'as les jambes un petit peu anesthésiées avec le vélo.
Au bout d'un moment, je crois qu'au bout de 3-4 km, je commence à marcher sur les aid stations. Arrivé en haut du Energy Lab, qui est à peu près au kilomètre 21, là, j'ai commencé vraiment à marcher, en fait, tout du long, parce que j'arrivais juste plus à mettre un pied devant l'autre. Donc, ouais, système nerveux aussi, c'est possible. C'est, je pense, une fatigue un peu globale. Le stress, David, clairement, parce que je suis pas d'une nature stressée, mais je dirais que Kona, ça reste une course qui est à part, dans le sens que, en tout cas pour moi, et je pense pour beaucoup, lorsqu'on commence le triathlon, quand on commence le triathlon, surtout longue distance, bah, on rêve d'y participer, on rêve de courir à Kona, et quand ça arrive, bah, on souhaite bien faire, et on se met certainement beaucoup plus de pression que on devrait, d'autant plus que, bah, pour nous, il ne faut pas oublier, et ça je l'ai peut-être un petit peu oublié, qu'on est des amateurs. Notre vie n'en dépend pas, notre quotidien n'en dépend pas, donc il faut juste pas oublier voilà, de se rappeler que ça reste un loisir, ça reste un moment dont on doit profiter. Et même si j'ai énormément profité de l'expérience, honnêtement, je pense que je me suis mis peut-être un petit peu trop de stress par rapport à ce que j'aurais dû faire, et forcément ça se paye à un moment donné. Et là, clairement, ça s'est payé par une performance qui n'était pas géniale. Voilà. Donc, tout ça pour dire que lorsque j'ai parlé de surentraînement par rapport à Kona, c'était pas le surentraînement dans le sens premier du terme, où bah voilà, on n'arrive plus à dormir, on a des rythmes cardiaques, enfin le rythme cardiaque qui part totalement en couille pendant les entraînements. C'était pas du tout ça. C'était, je pense, voilà, une fatigue chronique, peut-être effectivement nerveuse également, mais quelque chose qui se révèle à l'effort, en tout cas un effort prolongé, parce que lors des entraînements, que ce soit natation, vélo, course à pied avant, j'ai pas ressenti ce genre de choses-là. Il y a des séances qui sont plus dures que d'autres, naturellement, mais voilà, là, quand il faut tout mettre ensemble, et quand il y a un parcours qui en plus est exigeant, et des conditions météo qui sont pas forcément évidentes. Alors, il n'y avait pas un vent fou, il y avait du vent, et ça, clairement, on le sentait en vélo, mais c'était pas non plus la tempête. Mais la chaleur et l'humidité, voilà, c'est ce qui rend la chose difficile. Hydratation, nutrition, c'est très bien géré. J'avais aussi des sels pour justement remplacer un petit peu les électrolytes perdus. Mais bon, voilà, des pistes de réflexion. On va passer un petit peu au sujet suivant, parce que pareil, là, je vais un petit peu m'éterniser sur celui-là, sinon tellement il y a des choses à dire. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est, je pense, un mélange de difficulté du parcours, côté challenging niveau météo, peut-être un peu de stress qui affecte également la performance, mais surtout une fatigue qui est traînée depuis des mois, qui se révèle effectivement lors d'un événement comme ça, malheureusement. Pour moi, c'est tombé sur à Kona. Il y avait déjà quand même des petits signes avant, parce que j'ai pas performé de fou cette année. Je pense que là où j'avais la meilleure forme, c'était en arrivant à Vitoria, et malheureusement sur la course à pied, j'ai eu un petit problème qui m'a handicapé. Mais la natation s'était bien passée, le vélo, hormis le problème mécanique, s'était bien passé, la course à pied a bien commencé jusqu'au 13e, 14e kilomètre, où vraiment, à cause justement de ce problème physique, je pouvais plus marcher. Mais jusqu'à ce niveau-là, je pense que à la fois l'entraînement, la récupération, tout ce qui était nutrition, hydratation, avant course, pendant la course, tout s'était bien passé. À partir de là, je pense que il aurait peut-être fallu soit faire un break totalement avant Kona, ne pas faire Astana, soit voilà, que Kona ne soit pas si proche, mais c'est peut-être la proximité entre les deux, plus une course entre, qui a un petit peu affecté tout ça. Alors, qu'est-ce qui va changer en termes d'entraînement ? Ça, c'était le troisième thème dont je voulais parler avec vous. Et j'en ai déjà un petit peu parlé au début, mais ce qui va changer, donc, ça sera effectivement une nouvelle approche qui sera facilitée par un nouveau coach. Ça, je vous en parle très rapidement. Mais je dirais que l'idée, ça va être quand même de garder un volume important, parce que je pense clairement que le volume est une clé de la réussite en triathlon longue distance. Il en faut. Il faut qu'il soit placé de manière intelligente. Et je pense que je ne l'ai pas fait de manière intelligente jusqu'à présent. Je pense qu'il n'y a personne qui performe comme je souhaite le faire en s'entraînant 12 ou 15 heures par semaine, ce qui est déjà très bien. Mais si on a la possibilité d'en faire un petit peu plus,
pourquoi se priver? J'ai cette possibilité-là. Donc, je souhaite aller toujours essayer de rechercher un petit peu voilà, cette performance. Et donc, je vais quand même maintenir un certain volume, sauf qu'il sera peut-être pas aussi important sur toute l'année, hein. Il sera certainement plus bas dans des périodes peut-être un petit peu creuses et va augmenter naturellement voilà, dans le cadre d'une surcharge progressive pour augmenter les volumes avant les courses. Et elle retombera beaucoup plus bien avant les courses, justement, comme je vous disais tout à l'heure, pour se ménager un vrai affûtage qui permette de récupérer réellement, qui permette d'arriver le plus près possible le jour J pour performer au mieux, ce qui m'a clairement manqué à ce niveau-là. Alors, ouais, les clubs de natation, coach de natation, c'est toujours quelque chose que j'explore. J'arrive juste pas à trouver quelque chose qui me convient. J'ai pas vraiment, honnêtement, envie de rejoindre un club parce que j'ai pas envie de me retrouver à 15 dans une ligne. Et je préfère avoir quelque chose qui soit individualisé parce que en soi, je cherche pas à faire de la natation en piscine. Je cherche à à m'améliorer en natation pour des triathlons qui se font hors piscine. Et j'ai pas la conviction que les clubs vraiment en natation soient orientés vers ce genre d'objectif. Donc ça, c'est une difficulté. Là où je suis, je n'ai pas nécessairement rencontré d'entraîneurs de natation qui puissent me satisfaire. Des cours de natation de manière ponctuelle pour cibler le travail, ça clairement c'est une très très bonne idée et j'y avais pensé et j'avais regardé un petit peu effectivement qui est-ce que je pourrais contacter pour ça. Donc si jamais vous avez des recommandations, n'hésitez pas. J'ai vu qu'il y en avait une ou deux, mais je regarderai un petit peu plus parce que je n'arrive plus à retrouver sur le chat où ce que c'était. Mais ça peut être une très très bonne idée parce que en soi, je pense qu'il y a une base qui est assez correcte et après, c'est vraiment des détails qui font toute la différence et qui vont permettre justement de gagner de précieuses minutes et de sortir surtout frais pour pas que la natation empêche la performance en vélo et en course à pied. Donc, volume. Il y aura également, je pense, une meilleure répartition entre les entraînements à basse intensité et les entraînements à haute intensité. Je pense que on parle souvent d'une répartition de 80-20. Je crois que cette année, j'ai dû faire beaucoup plus de 80 que de 20 et j'imagine même que je dois davantage être à un 90, 95 et 10, 5-10 d'intensité, ce qui clairement n'est pas suffisant. Et c'est quelque chose que j'ai ressenti cette année. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup plus d'entraînement à haute intensité. En tout cas, dans les entraînements, il y aura beaucoup plus de parties à haute intensité. C'est ce que j'essaye de faire actuellement. Et là, pour l'instant, je coach moi-même, disons, pour le marathon de Valence, où j'ai quand même réduit un petit peu le volume parce que je ne pouvais pas en 5 semaines repasser à 100, 110, 115 km semaine. Ça ne servait à rien. Donc, il n'y a pas énormément de volume, comme je vous disais tout à l'heure, mais il y a beaucoup plus d'intensité. Et c'est des séances où je vais mettre de l'allure cible, que ce soit semi-marathon ou marathon. Et pour l'instant, ça s'est plutôt bien passé. J'avais fait un semi-marathon il y a peut-être 2 semaines. Et tout en contrôle, j'ai fait 1h21 sans vraiment souffrir. Et les 2 semaines avant ça, j'avais fait, je pense, un mélange bien plus adapté entre intensité et endurance ou allure plus type endurance fondamentale ou autre. Et je pense que ça m'a pas mal réussi. J'ai poursuivi un petit peu sur le même plan pour le marathon. On va voir comment ça se passe dimanche, mais je pense que l'approche, en tout cas, il y aura davantage dans ce sens-là que dans la continuité de ce que j'ai pu faire cette année. Alors, donc, intensité, répartition, une meilleure répartition entre basse intensité et haute intensité, le volume, quoi d'autre, pas grand-chose à ce niveau-là finalement. Je pense que ça va être une approche qui sera à la fois
plus scientifique dans le sens que je souhaite travailler avec d'autres informations comme voilà, le MOXIE. J'ai dans l'idée d'aller faire une sorte de test également en labo pour avoir une estimation beaucoup plus précise de ma VO2 max, à la fois en vélo et en course à pied justement pour pouvoir cibler beaucoup mieux mes zones d'entraînement et toujours continuer avec les tests de lactate mais les faire de manière plus régulière. J'avais laissé un petit peu tomber ces derniers temps mais plus régulière pour adapter disons en temps réel et en tout cas contrôler qu'on est bien dans la bonne zone parce que forcément les zones ont vocation à évoluer durant l'année et ça ne sert à rien au final de vouloir avoir un entraînement qui est très ciblé et qui est très adapté si on est juste à côté parce qu'on ne travaille pas avec la bonne zone d'intensité. Donc voilà pour ce qui est des changements en matière d'entraînement. Alors, salut Stéphane, donc tenté par des cyclos, non, pas réellement. Honnêtement, je suis pas méga fan. J'aime beaucoup le vélo, mais vraiment dans le cadre contre la montre. J'aime pas vraiment ce qui c'est juste une question de goût ce qui est drafting. J'aime pas vraiment ce qui ne se fait pas sur un vélo de chrono. J'aime beaucoup la position sur le vélo de chrono et j'aime beaucoup le format également, donc c'est pas vraiment tenté à ce stade. Peut-être pour les 10 ou 20 km on pourrait. Un objectif très précis pour chaque séance afin de ne pas griller l'entraînement pour rien. Alors ça, clairement, je pense que c'est un très bon point et je pense que c'est quelque chose que j'aurai effectivement à mettre en place l'année prochaine. Je pense que cette année, il y avait beaucoup de séances où finalement, c'était juste accumuler du volume. Alors ça peut être un objectif en soi, mais il y avait peut-être beaucoup trop de séances où c'était l'objectif en soi, justement. Donc, accumuler du volume, oui, mais justement, on peut le faire en rajoutant parfois, je ne sais pas, 3, 4, 5 km à une intensité un petit peu plus élevée, genre tempo ou autre. Si on a une sortie de 20 km, je pense que ça ne va pas tuer. Je pense que ça va au contraire apporter un petit peu de diversité. Et ça va certainement permettre aussi de se familiariser avec des intensités plus hautes, faire travailler sur la récupération, remettre un peu d'intensité, plutôt que d'avoir une sortie monotone qui reste une intensité type F, pour moi, entre 5 4,40. Ça peut être un petit peu long, quoi. Alors, point suivant, vous m'avez beaucoup demandé quelles seraient donc les courses pour 2023. Les courses pour 2023, je vais vous faire pareil, une vidéo qui sera dédiée à tout ça, mais alors de la PPG au programme. Alors j'en ai fait cette année et honnêtement, je sais pas trop. Je sais pas trop quoi en penser. Je pense qu'il faut que je fasse de la mobilité, qu'il faut que je fasse. Alors je suis souple comme un bout de bambou. J'ai besoin de gagner en souplesse, j'ai besoin de gagner en mobilité, mais au-delà de ça, je ne suis pas persuadé de rajouter vraiment. Alors, je ne supporte pas d'aller à la salle, c'est vraiment pas mon truc. Je m'ennuie au bout de 3 minutes de soulever des trucs, de pousser de la fonte, c'est vraiment pas ça. Donc, je ne sais pas trop. Au poids du corps, certainement, c'est ce que j'ai fait cette année. Et je sais que certains d'entre vous m'avaient demandé une vidéo que je n'ai jamais faite. Peut-être que je le ferai à un moment donné. Mais je pense que ça peut aider. Je fais beaucoup de gainage, par exemple. Et ça, clairement, ça aide beaucoup en natation. Ça aide également en course à pied, également en vélo. En fait, ça aide, le gainage, de manière générale, ça aide beaucoup. Après, beaucoup de squats ou autre, parce que ça, je pense, permet de développer quand même un petit peu la puissance dans les jambes. Mais voilà, au-delà de ça, j'ai pas vraiment l'intention de développer ça à outrance. Je pense que la base, ça va quand même être de se concentrer sur la natation, le vélo, la course à pied. Il y aura des séances de PPG, mais ça sera pas vraiment le cœur, je dirais, enfin, ça ne l'est jamais, mais ça sera pas vraiment quelque chose où je vais mettre l'accent l'année prochaine.
Donc les courses pour l'année prochaine, comme je vous disais, bon, dans le trailer pour la nouvelle série, je vous ai parlé de l'Ironman Texas. Donc je crois que de mémoire, il a lieu le 22 avril. Donc ça sera vraiment le premier objectif de la saison, le premier gros objectif de la saison. Et l'idée, c'était d'aller chercher un slot pour Kona. Sauf que je suis sûr que vous avez tous vu plus ou moins qu'il y avait un doute sur le fait que Kona se tienne l'année prochaine pour les hommes, ou de manière générale, et qu'il y avait un risque ou une chance, ça dépend comment on voit ça, pour que ça se passe à Nice. Donc du coup, grosse interrogation à ce niveau-là, mais ce qui est sûr, c'est que j'irai courir l'Ironman Texas fin avril. Pour le mail, j'ai pas vu de mail encore, mais visiblement on aurait reçu un mail, Laurent. Mais voilà, ça sera le premier gros objectif de la maison. Sur le site, c'est officiel. Donc, ouais. Bon, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Si le mail, ouais. Je l'ai pas vu celui-là. Femme à Kona, et donc j'imagine du coup les hommes à Nice. Alors, ça va faire moins loin. Si jamais, pour ceux qui se qualifient, on peut en parler 2 secondes, mais pour avoir fait Nice et avoir fait Kona, disons plutôt pour avoir fait les championnats du monde Ironman à Saint George et avoir fait les championnats du monde Ironman à Kona n'a pas la même tout ça Monaco. Kona n'a pas la même saveur que Saint George. Kona, ça reste quand même une course à part. Ça reste quand même quelque chose de différent. Quand j'ai commencé, par exemple, à m'intéresser au triathlon longue distance, je disais pas je veux faire les championnats du monde Ironman. Je voulais surtout faire Kona. Et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont dans ce cas-là. Donc bon, voilà. Après, c'est vrai que ça permet d'ouvrir un petit peu les championnats du monde à des gens qui sont méritants, dans le sens qu'ils auraient obtenu leur slot, mais peut-être pour des questions financières n'avaient pas la possibilité de voyager à Kona. Ça peut être un plus, mais c'est que mon avis, pour l'avoir vécu et avoir vécu un autre championnat du monde ailleurs, Ironman qui n'était pas Kona, l'ambiance n'est juste pas la même. Je pense que l'expérience ne sera pas la même. J'aime beaucoup Nice, naturellement, j'adore cette région. L'Ironman de Nice est top, mais c'est pas la même chose. Et surtout, alors je sais pas si c'est quelque chose qui a été pris en considération, mais la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est qu'il n'y a pas forcément des gens qui sont super habitués à manier un vélo dans une descente comme il peut y avoir justement à Nice. Et je pense que ça va être assez délicat, si c'est le cas. En tout cas, les fois où j'ai fait le 70.3 et le full, il y avait pas mal de cardage. Hein. Donc, c'est pas la descente d'Avis ou le parcours sur la Queen Cay. C'est quand même un petit peu tantinet plus technique, et je pense qu'il pourrait y avoir des surprises. Mais bon, voilà, c'est un petit aparté, c'est que mon avis. Donc, pour revenir au programme, Ironman Texas, ça, c'est clair. Et il y aura avant ça un autre Ironman. Merci beaucoup, Richard. Il y aura un 70.3. Ça sera le 70.3 à Dubaï que je souhaite faire, parce que je l'avais fait en 2020, juste avant le Covid. Ça m'avait beaucoup plu. C'était assez sympa. Bon, il est assez basique. Hein. C'est une natation dans une mer qui normalement est plate. C'est 90 km de vélo, donc 45 allées, 45 retours. Normalement, on n'a pas trop de vent à l'aller si c'est un bon jour et qu'on sort dans les premiers de l'eau. Et on a pas mal de vent en retour. En tout cas un petit vent en retour qui pousse un peu dans le dos, et ensuite on a la course à pied qui est le long de la plage. C'est tout plat, c'est parfait pour faire une bonne performance. C'est relativement accessible d'aller à Dubaï. Il fait bon à ce moment-là quand il fait froid ailleurs, donc ça sera l'idée. Et ensuite, je ne vais pas nécessairement vous parler du reste. Vous avez peut-être vu que je m'étais qualifié à Astana pour les championnats du monde 70.3 à Lahti. Donc ça aura lieu mi-août. Dubaï, bonne prépa pour le Texas, c'est clair. C'est à peu près le même genre de parcours, disons. C'est en termes de température, ça sera peut-être un petit peu plus humide au Texas, mais
voilà, c'est des parcours qui sont très plats, qui sont très roulants, et c'est aussi pour ça que j'avais choisi l'Ironman Texas, parce que je cherchais à ce moment-là de l'année une course qui soit avec un profil justement qui me convienne, où ça grimpait pas, notamment sur la partie vélo. Et donc c'était clairement ce qui me convenait le mieux. Alors Dominique, l'annonce du 30 novembre que les championnats du monde de Vénin sont organisés à 2 endroits. Un lieu encore à annoncer. D'accord, j'étais parti sur Nice, mais ok, bah écoute, si c'est pas encore annoncé, bon, il y a encore un espoir, mais apparemment les sources étaient bonnes sur le split, et pour l'instant, attendons alors de voir. Donc 28 août pour Lati, voilà, exactement. Donc ça, alors, je ne sais pas si d'autres d'entre vous y vont, mais le challenge, ça va être trouver un logement là-bas, parce que j'ai regardé un petit peu. Pour l'instant, je n'ai pas réussi à trouver quoi que ce soit. Ils proposent pas mal de trucs à Helsinki, qui est quand même, je crois, à 80 km. Enfin, c'est... ouais, voilà, exactement. Assez difficile, donc ça va pas être facile du tout, Yann, effectivement. Gros problème de logement. Ouais, c'est mort pour l'hébergement. Donc, moi, l'alternative à laquelle j'avais pensé, c'était éventuellement louer je sais pas, un camper van, un truc du genre, mais ça a pas l'air facile. Mais bon, ça, c'est un problème pour demain. Alors, il y avait aussi une des questions que vous m'avez posées, c'était si je courais, ou je souhaitais courir uniquement sur le label Ironman. Alors la réponse est non, il n'y a pas vraiment le départ, effectivement, à la 1h30. C'est, ça pour le coup, ça va plutôt... ouais, ça va être difficile. Helsinki à 1h30, bon, ça va pas, ça va être difficile à gérer le matin, quoi. Donc la réponse pour le label Ironman, c'est non. C'est vraiment pas un choix particulier de courir sur le label Ironman. En revanche, d'expérience, alors j'ai fait d'autres courses qui n'étaient pas organisées par Ironman. Je trouve que l'organisation est quand même un cran au-dessus. Alors c'est beaucoup plus cher. C'est certainement effectivement une entreprise qui ne met pas forcément toujours l'intérêt des athlètes en avant. Mais d'expérience, je trouve que l'organisation quand même est pas mal, sauf à Astana parce que c'était catastrophique, mais sinon de manière générale, je trouve que c'est quand même une bonne chose. Il y a quand même d'autres courses que je souhaite faire, notamment Roth. J'aimerais également beaucoup faire le Northman. Donc on va dire que je choisis pas nécessairement les courses parce que c'est Ironman, mais c'est essentiellement parce que on sait à quoi s'attendre. Généralement, la course va être bien organisée, ça va être assez carré. Effectivement, David, c'est hors de prix, c'est hallucinant. Je crois que pour Kona, c'était 1080 €, quelque chose comme ça. Donc pour un triathlon, en vrai, ça se justifie pas du tout. C'est juste du délire. Mais voilà, pour moi, il y a aussi l'expérience qui entoure le fait de juste nager, pédaler et courir. Et jusqu'à présent, alors j'ai pas couru des courses comme Roth, mais j'ai couru des grosses courses hors Ironman comme Embrun. Bon, j'étais pas persuadé que lorsque il faut courir avec son gobelet ou que les mecs ramassent les gobelets par terre pour les remplir de l'eau qui se trouve dans un seau pour les donner aux athlètes qui arrivent après, j'ai pas trouvé que c'était un truc qui était particulièrement cool à faire. Voilà, j'ai jamais vu ça sur Ironman. C'est possible que ça se fasse parfois, mais à Embrun, voilà, c'est l'une des grosses courses non Ironman que j'ai faites et j'avais pas forcément été impressionné par l'organisation. Et donc, en prenant de l'âge, ils ont stoppé à cause de leur surentraînement. Tu arrêteras quand? Ça, quand est-ce que j'arrêterai? Je sais pas. Pour l'instant, j'ai certainement pas l'intention d'arrêter parce que c'est vraiment quelque chose qui m'apporte beaucoup au niveau physique, au niveau personnel. Ça me permet de faire de très belles rencontres, ça permet de vivre de très bons moments. Et pour l'instant, en tout cas, c'est clairement pas quelque chose que j'envisage d'arrêter. J'envisage de le faire de manière certainement plus intelligente que je l'ai fait l'année dernière, comme je vous le disais avant, pour en profiter encore plus, ne pas subir les effets un peu négatifs liés à un trop gros volume, en tout cas un trop gros volume de compétition et donc d'entraînement peut-être qui se
qui se combinent mal et qui ne permettaient pas nécessairement une bonne récupération, mais en tout cas, j'ai pas nécessairement l'intention d'arrêter dans l'immédiat. Alors le Bayman, ouais, il avait l'air pas mal celui-là. J'avais un petit peu peur au niveau du vent. Je sais pas comment Yann, comment est-ce que c'était. Et après, ouais, l'Alpe d'Huez. Alors en termes d'orga, je veux bien croire qu'il est top parce que je l'ai regardé plusieurs fois, mais ça a l'air pas mal. En revanche, le D+, je pense que moi, je repars en arrière direct. Hein. Ça, c'est clairement pas pour moi. Ou alors, il me faut un moteur dans le vélo, mais celui-là, je suis vraiment pas sûr de le faire un jour dans ma vie, sauf si j'arrive à m'acheter des jambes. Mais là, ça va pas être pour tout de suite. Jean Armer, ouais, il a très bonne réputation. Peut-être qu'un jour, je m'y inscrirai. Les slots femmes pour Kona, hallucinant. Ouais, j'ai pas regardé tout ça encore, mais je jetterai un œil. Alors PTO, ouais, c'est un truc qui a l'air assez intéressant. Je sais pas trop ce que ça vaut pour les groupes d'âge, mais en tout cas les courses pour les pros sont vraiment top. Pour les groupes d'âge, honnêtement, je sais pas. Il faut que je regarde. Il va y en avoir en Europe, je crois. Je sais pas si c'est l'année prochaine. Je crois que c'est à partir de 2023. Là, c'était essentiellement centré sur les Amériques du Nord. Alors, mais ouais, pourquoi pas, ça peut être quelque chose de sympa. Challenge aussi, donc Roth, comme je vous disais. Après, il y a d'autres courses challenge. J'ai prévu d'en faire une l'année prochaine. Je vous dirai ça dans la vidéo que je ferai justement. Mais c'est aussi une bonne option. Lanzarote, j'en pense que c'est pas pour moi. J'étais allé l'année dernière. C'est très très sympa, honnêtement, pour aller rouler un peu, pour passer une semaine, faire un training camp ou autre, mais en termes de parcours, c'est le vent déjà, c'est juste pas possible. Je fais me faire retourner 4 fois avec le vent qu'il y a là-bas. Ça monte à mort, c'est difficile. C'est une belle course, mais c'est pareil. Je suis pas sûr que je la fasse parce que c'est un parcours qui va pas me convenir. Donc allez, on va bouger un petit peu vers la question suivante parce qu'au final, je vois que j'ai pris énormément de retard. Donc, si vous avez du temps, on va pouvoir dépasser un petit peu ce que j'avais prévu. Mais allez, donc, un des points aussi que vous m'avez mentionné, c'était un petit peu comment combiner plaisir et performance. Alors, disons que pour moi, il n'y a pas vraiment de... c'est pas vraiment inconciliable en réalité, prendre du plaisir et performer. Alors, si vous me posez la même question, si vous m'aviez posé la même question lorsque j'étais en train de marcher les 21 derniers kilomètres de Kona, je pense que j'aurais peut-être eu une réponse différente. Mais en soi, je dirais que je prends énormément de plaisir à la fois lorsque je m'entraîne, lorsque je prépare mon planning pour les courses, lorsque je partage également ce que je fais avec vous, lorsque je me rends sur une course, je fais des belles rencontres, tout ce process. Et naturellement, avec la cerise sur le gâteau, c'est quand la course se passe bien. Et généralement, pour que la course se passe bien, il faut quand même plus ou moins performer. Après, le bémol à ça, je dirais, c'était Saint George 70.3, les championnats du monde, où j'ai pas fait une performance folle, mais j'ai quand même pris beaucoup de plaisir sur cette course-là. C'était vraiment une course que j'ai pris avec beaucoup plus de détachement, mais alors tellement de détachement. Par rapport à Kona, je suis arrivé comme un touriste. Et au final, ça s'est bien passé. J'ai pas fait la performance la plus dingue du monde, mais j'ai passé un très très bon moment là-bas. Et je pense que c'est aussi ce qu'on doit garder en tête, ne pas chercher, je dirais, la performance au détriment du plaisir. Alors après, je dirais que il faut pas nécessairement non plus, comme je vous disais, voir l'un comme l'opposé de l'autre. Forcément, quand on s'entraîne pour un sport d'endurance, ça va faire mal, ça va prendre du temps, il va falloir faire des choix en termes d'activité, en termes de temps dédié au sport qu'on ne va pas dédier à autre chose. Mais pour moi, c'est vraiment un process qui m'apporte un plus dans mon quotidien. Et peut-être que cette année, j'ai un peu oublié que c'était quand même
un hobby. Comme je vous disais tout à l'heure, mon quotidien n'en dépend pas. Donc, il faut pas non plus se mettre le couteau sous la gorge absolument pour performer. Je pense que la chose première, c'est profiter du parcours, que ce soit avant la course, durant la course, profiter de l'expérience. Et naturellement, ça n'empêche pas de performer en mettant la bonne approche en place et en apportant, justement, comme je souhaite le faire l'année prochaine, les adaptations nécessaires pour que la performance se combine au maximum avec le plaisir. Donc, je dirais que les deux, pour moi, vont ensemble. J'aurais pas de plaisir si je recherchais pas la performance. J'aurais pas de performance si je n'avais aucun plaisir à m'entraîner et à participer à des courses. Les courses où j'ai fait mes plus belles performances, même si ça fait mal physiquement, mais c'est pas ça qui me fait dire que je ne prends pas de plaisir au final. Les courses où j'ai fait les plus belles performances, c'est toujours les courses où vraiment j'ai un super souvenir, pas uniquement parce qu'il y avait un beau résultat à la clé, mais parce que l'ensemble de l'expérience était plutôt agréable. Donc voilà, je peux pas vraiment en dire plus, sauf que pour moi, voilà, plaisir et performance vont de pair, sont pas du tout indissociables, il faut pas les opposer. Et je pense qu'on est quand même un peu malade au final pour faire ce genre de sport, parce que au quotidien, ça fait mal ça fait mal à différents niveaux. Pierre-Antoine, la performance découle du plaisir. Je suis totalement d'accord avec toi. Je pense qu'on peut juste pas, performer si en fait on est dégoûté de monter sur son vélo, on est dégoûté de sortir courir, ça fait chier d'aller à la piscine. Je pense que l'un va pas sans l'autre. Et effectivement, voilà, il n'y a pas d'enjeu, en tout cas pour nous amateurs, si ce n'est passer un bon moment. On est toujours content lorsqu'on fait une belle perf, mais je pense que si on passe un mauvais moment, ça va être difficile d'avoir une belle perf. Et comme je vous disais, passer un mauvais moment, pour moi, c'est pas avoir une certaine souffrance physique pendant la course, parce que ça, on l'a tous, et ça fait partie aussi de l'expérience. Si ça faisait pas mal, je pense que tout le monde, beaucoup plus de monde en tout cas, ferait ce genre de choses. Et le plaisir de s'entraîner, Richard, effectivement, contribue beaucoup. En groupe, alors moi, je ne m'entraîne pas beaucoup en groupe. Ça m'arrive parfois, rarement, mais c'est vrai que j'apprécie beaucoup à chaque fois quand je fais des sorties en vélo ou en course à pied. C'est quand même assez cool. Alors, quoi d'autre? Ah oui, alors l'un d'entre vous m'avait demandé si le fait de faire d'autres activités à côté de l'entraînement permettait donc d'éviter un effet ras-le-bol. Alors, je dirais que la base pour moi, c'est de faire ce qu'on aime. Donc, si on a besoin de faire quelque chose à côté, si on aime faire quelque chose à côté, je pense qu'on ne peut pas faire ce sport, cette activité durablement si ça veut dire qu'on se prive de faire d'autres choses. Alors moi, par exemple, j'aime beaucoup lire, je joue de la musique, de la guitare depuis que j'ai 10 ans. J'adore ça, j'adore écouter de la musique. J'aime de fait, dans le cadre de la chaîne, beaucoup filmer, faire les montages, ça prend énormément de temps et c'est quelque chose qui n'est pas, même si ça a un lien avec le sport, ce n'est pas le sport en tant que tel, mais c'est des choses qui me plaisent, c'est des activités différentes et c'est des choses qui me font penser à autre chose, tout simplement. Donc je pense que c'est bon de faire ce qu'on aime, tout simplement, pas se forcer à faire autre chose si on n'en a pas besoin. Il y a des gens qui, pour qui ils ont une grande résilience à la monotonie et forcément, jour après jour, nager, pédaler, courir, ça peut être pour le commun des mortels un peu monotone, mais si on est heureux avec ça, si on prend du plaisir, et je pense encore une fois, pour moi, c'est vraiment la notion la plus importante à le faire. Je ne vois pas vraiment le besoin, en tout cas l'obligation de se forcer à faire autre chose. Si en revanche on souhaite faire autre chose, naturellement, je pense que ça fait du bien de s'aérer l'esprit. En tout cas, moi, je ne me vois pas comme une personne qui ne se dédierait qu'à ça. Je pense que c'est essentiel d'avoir d'autres centres d'intérêt. Mais après, forcément, c'est une activité, le triathlon, qui est extrêmement chronophage. Donc, il faut le savoir et il faut l'accepter si on souhaite progresser, persévérer, s'améliorer, je ne sais pas.
Prépa mentale, alors prépa mentale, pas honnêtement, je sais pas. Je pense pas que j'y ai réfléchi. Pourquoi pas? À ce stade, j'ai un peu de mal à voir ce que ça me pourrait apporter. Je suis pas sûr que et encore une fois, je pense que c'est quelque chose qui est très personnel. Je suis pas sûr que ce soit quelque chose qui, à moi, m'apporte beaucoup. Peut-être qu'à d'autres, oui. Je suis pas une personne qui est sujette au stress, je suis pas une personne qui angoisse ou autre, mais il y a des gens effectivement à qui ça pourra beaucoup servir. À Kona, je pense que j'aurais peut-être pu bénéficier de quelqu'un qui m'attrape par le col et qui me dise: «Maintenant, tu vas te calmer, tu vas te déstresser et tu vas juste profiter du moment et arrêter de nous casser les couilles avec ta course, juste profite». Ça aurait peut-être été pas mal, parce que j'étais quand même un peu, au final, un peu plus stressé que d'habitude. Mais sinon, à part ça, je ne suis pas persuadé que dans mon cas, en tout cas, la prépa mentale soit vraiment un axe de travail. Pour d'autres, pourquoi pas? Honnêtement, je ne m'y suis pas penché. Alors, le triathlon permet de faire d'autres choses en général, comme on a pu le voir, un très beau voyage. Ça, clairement, c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup ce sport-là. C'est quelque chose qui me permet de combiner à la fois voilà, le dépassement physique, la performance, faire du sport au quotidien avec quelque chose que j'adore faire, qui est voyager. Je ne suis pas du tout une personne casanière. Il y a des gens qui le sont plus. C'est clairement pas mon cas. Et le triathlon, clairement, et c'est aussi pour ça que je choisis des courses qui, en tout cas dans la limite du possible, sont assez loin, dans des lieux que j'ai pas forcément. Voilà, surtout Astana, effectivement. Là, pour le coup, j'y serais pas allé si c'était pas pour faire une course. Et je suis pas sûr d'y retourner, très honnêtement, mais en tout cas, j'ai vu, c'était intéressant. Ouais, on va en rester là. C'était intéressant comme expérience. Mais voilà, disons que pour finir sur ça, je pense qu'il ne faut pas nécessairement se forcer à faire autre chose si on n'en ressent pas le besoin. Mais en revanche, si on souhaite le faire, il faut le faire. Il ne faut pas se sentir contraint de s'entraîner, parce que c'est quelque chose qui ne pourra pas être tenu sur le long terme. Il faut que ça reste un plaisir. Pour moi, ça reste un plaisir d'aller nager, ça reste un plaisir d'aller pédaler, ça reste un plaisir d'aller courir. Parfois, il faut se motiver, il faut se mettre un coup de pied au cul, parce que on est tous fatigués, on pense tous à autre chose, on a tous une vie à côté de ça, mais ça reste quand même un plaisir. Une fois que je me suis mis le coup de pied au cul qui me permet de me lever et d'aller courir, je profite quand même du moment. Je pense que c'est l'essentiel. Voyage, belles indications de restaurant. Ouais, exactement. C'est aussi pas mal. Il y a quelqu'un qui a parlé tout à l'heure alors pour la récup, sommeil, pressothérapie, massage. Alors sommeil, oui. Alors moi, j'ai une routine de sommeil qui est très basique. C'est que je vais au lit. Je crois que j'en avais parlé dans une vidéo. Je vais au lit on va dire entre 11h et minuit. 11h30, allez, pour faire simple. Et je me réveille tous les jours, quoi qu'il se passe, que ce soit semaine, week-end, à 8h. Toujours. Donc, il me faut minimum 8 heures de sommeil. Et à ce niveau-là, c'est vraiment quelque chose que je tente de m'imposer chaque jour. Et maintenant, enfin, je veux dire, ça fait juste partie de ma routine. Donc, je commence à stresser quand je vois que je ne vais pas pouvoir avoir mes 8 heures de sommeil. J'essaie de rattraper ça le lendemain. Si je vais me coucher à minuit et demi, par exemple, j'essaierai de me lever un petit peu plus tard. Mais en tout cas, pour moi, le sommeil est clairement quelque chose de très, très, très important. Pressothérapie, ouais, j'ai des bottes de pressothérapie, c'est pas mal. Alors c'est pas non plus, c'est pas un truc délirant, ça va pas, on repart pas tout frais pour refaire la même, mais ça permet des fois, quand on a les jambes bien chargées, quand même de récupérer peut-être un petit peu plus vite. Je suis pas sponsorisé par quoi que ce soit comme marque qui produit ce genre de bottes, donc je me sens pas obligé de dire que c'est génial. Je le dirai pas de toute façon, mais c'est intéressant. Je pense que ça peut apporter un plus. C'est comme les chaussettes de compression au final. Après une course, on peut mettre des petits manchons, des petites chaussettes de compression. Je pense que ça va aider un petit peu à faire circuler. Ça va aider à ce que on ressente peut-être un petit peu moins dans la durée les effets d'un entraînement peut-être un petit peu intense ou une activité un peu intense, mais ça va pas non plus vous relancer comme si de rien n'était. Et après massage, alors là pour le coup c'est vraiment un truc que je ne fais jamais.
J'aime pas me faire masser, ça me tend quand il y a quelqu'un qui arrive comme ça, là, qui commence à me travailler le dos, les jambes ou quoi que ce soit. Ouais, c'est pas vraiment mon truc. Il faudrait que je le fasse davantage parce que je pense que pour le coup, ça peut aider. Nicolas, ouais, le live sera disponible sur YouTube, absolument. Mais ouais, la rediffusion, ouais, tout à fait. Ça le sera. Et donc, ouais, massage, c'est pas mon truc. Donc, avançons un petit peu, parce que là, on vient déjà de dépasser le temps. Si jamais vous aviez des choses de prévues, merci beaucoup en tout cas pour ceux qui sont encore là, et désolé du retard. Les pros étaient sympas, accessibles à Kona, les Français. Tu as pu discuter avec Sam, le nouveau phénomène français. Alors, Yann, alors les pros étaient sympas, ouais. Alors après, moi, je suis pas non plus... je suis pas une groupie, donc c'est sympa de parler aux mecs quand on les croise. Mais par exemple, j'ai croisé 15 fois Blue, j'ai croisé 15 fois Eden, Sam, Ledlow, ouais, je l'ai croisé aussi. J'ai croisé d'autres pros. Même quand le mec est à côté de moi, c'est pas pour autant que je vais lui demander, aller le saouler avec un selfie ou quoi que ce soit. J'ai fait ça à Saint George. Parce que pour le coup, j'étais en train de manger un burger, il y avait les deux qui sont arrivés. L'un des mecs venait de gagner, ils étaient juste à la table d'à côté, donc en partant, je fais allez, on va quand même faire une petite photo, mais sinon, j'ai pas vraiment cherché à interagir. Je pense que, moi, j'aime bien qu'on me laisse mon espace, et j'ai un petit peu la même approche avec les gens. Je ne vais pas nécessairement aller les voir pour les saouler, leur demander pour la 150 millième fois de la journée un selfie ou une banalité. En revanche, parler avec si l'occasion se présente, ouais, clairement. Et j'ai parlé avec beaucoup de personnes là-bas, pas nécessairement des pros, mais des gens qui tournent autour de ce monde-là, avec des personnes qui étaient là pour représenter des marques et autres. Également beaucoup d'amateurs, ce qui, pour moi, c'est pas limité aux professionnels. Je pense que les échanges avec d'autres amateurs comme moi, c'est toujours super sympa. Je fais de très très belles rencontres. Donc clairement, c'est aussi un sport où les gens sont très accessibles. C'est l'un des éléments en tout cas qui me plaît également dans ce sport. Une vidéo sur ta journée type, ce serait pas mal. Alors j'en avais fait une, je crois que c'était la première peut-être de la dernière série Two Worlds. Il y en avait une. Elle n'a pas trop changé, donc je peux en refaire une, mais en tout cas, ma journée type n'a pas trop changé par rapport à ça. Alors, je sais pas comment tu fais entre sport, vidéo, travail. Quel métier tu fais, Stéphane? Alors justement, c'était le point suivant. Vie pro, vie perso. Et c'est vrai que la question est beaucoup revenue, et je pense que c'est celle qui est revenue le plus. Comment est-ce que j'arrivais justement à concilier la vie professionnelle avec le sport, la vie personnelle? Alors, je dirais que dans un premier temps, ce qui est clair, c'est que ce n'est facile pour personne. C'est très difficile de faire fonctionner un emploi du temps où on a une passion qui est si, chronophage que le triathlon, avec une vie professionnelle et une vie personnelle. Alors, niveau professionnel, moi je travaille dans un cabinet d'avocats, je suis avocat anglais. Ça me donne la faculté d'avoir pas mal de liberté au niveau de mon emploi du temps, ce qui me permet donc de dédier pas mal de temps justement à mes entraînements. Et ça me permet surtout d'être assez libre dans l'organisation de mes journées. Ce qui permet, donc, comme je l'avais expliqué dans une vidéo, lorsque je me réveille le matin, j'ai une routine déjeuner. Ensuite, je me pose pour travailler quelques heures. Ensuite, j'ai la capacité de me libérer la plupart du temps pour aller nager. Ensuite, c'est le repas. Ensuite, je retravaille ce qu'il faut. Ensuite, il y a certainement un deuxième entraînement. Et après ça, ça dépend un petit peu des journées. Parfois, il y a plus de travail. Donc, je vais dédier quelques heures en plus, que ce soit en fin de journée, en soirée, justement à faire ce qu'il faut niveau pro. Parfois, il y a un entraînement. Et au milieu de tout ça, au final, parce que je pense que l'un des bénéfices, alors il n'y en a pas eu beaucoup, mais l'un des bénéfices de la crise du Covid, ça a été de mettre l'accent quand même sur le fait qu'on peut être
productif et performant sans forcément être vissé sur sa chaise au bureau. Et donc, on a quand même la capacité, beaucoup plus maintenant qu'on l'avait avant. Il y a aussi un changement, je pense, de mentalité en termes de génération. Quand j'avais commencé à travailler, si j'étais pas devant mon ordinateur, derrière ma chaise, c'est comme si je partais avec la caisse. Les gens, ils commençaient à trembler. Ça fonctionnait pas du tout. Maintenant, on a quand même la capacité donc de travailler de chez soi et donc de combiner beaucoup mieux tous les aspects qui touchent à la vie personnelle avec le côté professionnel. C'est-à-dire qu'on peut très bien s'occuper de quelque chose par rapport au travail et dès qu'on a fini, au lieu d'être là à ne rien faire, à attendre qu'il y ait quelque chose d'autre qui arrive à traiter pendant la journée, on peut faire ce qu'on a à faire chez soi. Alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être avec son conjoint, s'occuper des enfants, ça peut être s'entraîner, ça peut être lire, ça peut être faire n'importe quoi par rapport à ce que l'on souhaite faire, sans forcément que ça n'affecte, je veux dire, la vie professionnelle. Donc moi, j'ai cette faculté-là de travailler beaucoup à distance et donc de vraiment maîtriser mon emploi du temps et de combiner de ce fait beaucoup mieux les aspects pro et perso. Et je pense que voilà, il y a pas vraiment de secret. Si j'avais un job où il fallait que je sois de 9h du mat à 17h au bureau, derrière mon écran, forcément, peut-être que j'arriverai à caser un entraînement le midi, j'arriverai peut-être à en caser un autre le soir, mais après, je pense que l'état d'esprit n'est pas le même parce qu'il y a aussi, je vois notre corps, disons, comme une sorte d'ensemble d'énergie. En tout cas, je pense que chacun a une sorte de quota d'énergie en début de journée qui va être petit à petit grappillé par tout ce qu'on va faire pendant la journée. Donc, on va partir de 100 et après, on va prendre son petit-déj. Si on doit se mettre dans les transports pour aller travailler, ça va baisser un petit peu. On va faire le travail, on va avoir des interactions, on va avoir des choses qui vont peut-être un peu plus stressantes que d'autres. Ça va baisser. On va faire peut-être son entraînement à midi, ça va baisser pas mal. Après, on va recommencer avec le travail toute l'après-midi, etc., jusqu'au soir. Et là, au final, on n'a plus trop de choses à donner. Donc, on va peut-être pouvoir s'entraîner si la stamina de Garmin, voilà, ça peut être un truc du genre. Mais même si honnêtement, je suis pas sûr que ce soit vraiment très 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 précis tout ça. Mais c'est l'idée. C'est que je pense qu'on part avec un quota en début de journée et toutes les activités qu'on peut faire, que ce soit au niveau perso, sportif ou autre, vont venir diminuer notre quota d'énergie. Et forcément, si on est vissé au bureau, c'est autant de temps, autant d'énergie que le transport, effectivement, c'est très chronophage. Donc voilà, il n'y a pas de secret, c'est très difficile. Et après, d'autres ont plus de capacité, mais en tout cas, pour ce qui me concerne, il n'y a aucun secret. C'est vraiment juste la capacité que j'ai, du fait du travail que je fais, à gérer bien mon emploi du temps. Bien, je suis en cabinet et galère bien pour trouver du temps. Malheureusement, c'est un milieu qui est très demandant en termes d'investissement, en termes de présence, en termes de disponibilité. Et c'est vrai que avec la seniorité, je dirais, dans le job, on a beaucoup plus normalement de disponibilité. On arrive en tout cas à dégager beaucoup plus de temps. Mais je dirais que si j'avais voulu faire la même chose il y a 10 ans ou il y a 15 ans, ça aurait été très difficile. Donc, je suis assez content au final d'en être à ce moment-là de ma vie et d'avoir ces projets en termes sportifs par rapport au triathlon parce que ça me permet justement de combiner le tout. Voilà. Je ne sais pas si je peux vraiment vous en dire beaucoup plus parce qu'au final, il n'y a pas grand-chose de plus. Il y a un boulot physique de 8h à 17h, du coup je gère comme je peux les séances après et ça reste... c'est ça, c'est effectivement, si en plus tu as un boulot physique et où déjà tu vas physiquement t'investir et donc amenuire au fur et à mesure ton stock d'énergie de la journée, si tu attaques un entraînement après 17h et que ça tombe sur une séance assez longue ou une séance assez intense,
forcément, c'est plus difficile à gérer. C'est clairement plus difficile à gérer. Benjamin, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui attaque le triathlon? Quelqu'un qui attaque le triathlon, pour moi, je dirais que le conseil, c'est d'être patient et de pas tenter de brûler les étapes. C'est un peu un conseil bidon, mais au final, je dirais que le fait d'être patient, c'est un sport où on va pouvoir. Moi, quand j'ai commencé le triathlon, en fait, je courais un petit peu avant et c'était là où j'étais le plus à l'aise. Je n'étais pas excellent, je n'ai jamais été un excellent athlète, mais c'était là où j'étais le plus à l'aise. Et je me suis mis à la natation et au vélo finalement sur le tard. Mais je dirais que il faut être patient et il faut surtout être résilient. Ça va être difficile au départ. On va avoir des résultats qui ne sont pas forcément en ligne avec nos attentes. On a des réseaux sociaux qui permettent de voir que ce soit Strava, que ce soit Insta, peu importe, que des mecs performent de ouf avec moins d'investissement que nous, je sais pas, en termes de temps, peu importe, des gens plus âgés ou quoi, enfin vraiment des choses qui n'ont absolument juste rien à voir, mais que on est quand même tenté finalement de considérer parce qu'on aime se comparer. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur son parcours. C'est toujours bien de voir ce qui se fait parce que ça permet d'avoir des idées, ça permet de s'inspirer aussi. Moi, je sais que lorsque j'ai commencé, il y avait d'autres personnes qui étaient plus avancées dans leur parcours en tant que triathlète, pas nécessairement des professionnels, des amateurs aussi, et c'est inspirant. Je pense que ça doit rester une inspiration. On doit pas chercher à imiter. Je pense qu'il faut vraiment se centrer sur son propre parcours et reconnaître que le triathlon est quelque chose où on va devenir meilleur avec la durée, que ça serait dommage de commencer pour 2 ans et d'arrêter, ne pas y aller de manière trop brutale non plus au départ, y aller vraiment de manière progressive, parce que le but, c'est pareil, c'est pas de se dégoûter. David, Strava, je m'en détache perso, ça peut vite devenir toxique. Je suis un petit peu d'accord avec ça. Je dirais que sur Strava, c'est bien pour avoir une idée générale de la manière dont des gens peuvent s'entraîner, mais il faut surtout pas essayer de calquer ce que les gens font. Ça reste une voilà, ça peut rester une distraction pour certains, et en tout cas, ça peut nuire si on essaye de copier ce que d'autres font. Je pense qu'il faut vraiment se tenir à son propre plan d'entraînement et il faut se tenir également à ses propres capacités. Je dirais que voilà, ça serait mon conseil. Et Raphaël, donc si on se compare, on fait rien, effectivement, et toujours quelqu'un qui a commencé avant, qui s'entraîne plus, mieux, il suffit de trouver sa place et ses objectifs. Exactement. Je dirais que ça pose pas de problème de voir où les autres en sont. Et comme je disais, ça peut être inspirant, ça peut motiver, mais il faut certainement pas tomber dans l'effet inverse où ça va dégoûter ou alors ça va peut-être nous pousser à dire qu'on n'est peut-être pas assez bon, qu'on n'est peut-être pas assez performant. Je pense que cette mesure-là, il faut juste l'adapter à soi-même. Disons que, en tout cas, mon objectif, c'est pas d'être meilleur que quelqu'un d'autre. Mon objectif, c'est d'être meilleur que je ne l'étais la veille, que je ne l'étais la saison passée, que je l'étais la course d'avant. C'est à ce niveau-là que j'essaye de progresser. C'est pas pour faire mieux que telle personne, qu'il soit plus jeune, plus vieux, qu'il ait mon âge, qu'il ait plus d'expérience, moins d'expérience. En fait, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est progresser par rapport à mes propres capacités et au final, réussir à être le meilleur triathlète la meilleure version du triathlète que je peux être. Ça serait vraiment mon conseil. Alors, donc, Ice, quel est le meilleur investissement cette année? Le bike fitting. Alors, ça recoupe effectivement une question qu'on m'a posée qui était donc quel est mon meilleur investissement dans le sport? Alors, je vais répondre en deux temps. Je dirais que le meilleur investissement que j'ai pu faire, curieusement, c'est pas un investissement matériel, c'est d'avoir pris le temps, à un moment donné, dans une vie qui était très axée sur le pro, de prendre du temps pour moi. Donc, c'est vraiment un investissement sur moi-même en termes de temps. Tout simplement, trouver le temps dans une journée chargée, au milieu de tout un tas de distractions et de me forcer à aller courir parce que j'ai commencé par la course à pied et voilà,
passer au-delà de la fatigue, au-delà de l'envie de juste rentrer après une journée de taf et de rien branler, juste me mettre un coup de pied au cul pour aller courir, faire quelque chose justement qui contribue à avoir une vie peut-être un petit peu plus saine, un petit peu plus équilibrée. Ça, c'était vraiment le meilleur investissement que j'ai fait. Et au final, ça reste le meilleur investissement que je fais au quotidien, parce que je pense que on a tout ce qui est matériel, au final, ça reste secondaire. Le premier investissement qu'on doit faire, c'est sur soi-même. Et le plus gros cadeau qu'on peut se faire, c'est prendre le temps de faire des choses, justement, qui nous procurent un certain plaisir, qui nous permettent de nous développer en tant que personne. Dans ce cadre, on parle de sport, donc en tant qu'athlète, mais je dirais que ça, c'est vraiment pour moi la meilleure chose que j'ai pu faire, décider de me mettre au sport de cette manière-là. Alors, est-ce que j'ai toujours été un grand sportif? Alors, j'ai pas toujours, je me considère pas comme un grand sportif. Je me considère comme une personne qui fait beaucoup de sport, mais bon, après, qu'est-ce que ça veut dire un grand sportif en termes de volume, en termes de performance? Je dirais que, et ça recoupait une autre question qu'on m'avait posée, donc je vais en parler maintenant. Mais j'ai fait pas mal de sport quand j'étais petit, mais voilà, j'ai commencé par le tennis, mais j'étais d'une nullité. Mais vous voulez pas me voir avec une raquette, hein. C'était vraiment. Salut David, bonne soirée, merci beaucoup d'avoir été là. Donc j'ai commencé par le tennis, j'ai fait un petit peu de handball. J'ai fait pas mal de foot, mais je détestais courir bizarrement, donc du coup j'avais fini gardien de but, mais je détestais courir à l'époque. Et après, quand j'étais au collège-lycée, j'ai fait beaucoup d'arts martiaux, donc j'ai fait un art martial sud-coréen qui s'appelle le taekwondo, je suis sûr que vous connaissez, donc ça j'en ai fait vraiment pas mal pendant pas mal d'années. Et après, quand j'ai commencé la fac, j'ai vraiment arrêté, j'ai quasiment plus d'activité sportive. Je faisais donc mes études en droit, j'ai un doctorat en droit privé, et je faisais également beaucoup de musique. Donc c'était vraiment mes deux activités à l'époque. Et ensuite, j'allais un peu de temps en temps à la salle, mais comme je vous disais tout à l'heure, moi, au bout de 5 minutes, ça me saoule de pousser des poids. J'aime pas trop l'ambiance où tout le monde est là à se mater, à voir qui est-ce qui soulève quoi, qui est-ce qui a le muscle le plus gros. Ça, c'est vraiment pas mon truc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a pas trop excité. Donc, et puis ensuite, il y a quoi maintenant? Ça doit faire 7 ans, 7 ans. J'ai commencé à courir. Puis voilà, vous savez où est-ce que ça m'a mené. Donc pour en revenir à l'investissement, donc voilà, pour moi, le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est en termes de temps sur vous-même. Prenez le temps de faire votre sport, prenez le temps de faire vos entraînements. C'est pour moi, en tout cas, on parle du triathlon, c'est la chose qui est la plus importante. Ensuite, parce que la question aussi est naturellement tournée vers l'investissement en termes de matériel. Je pense que le meilleur investissement que j'ai fait cette année, mais bon, c'est également pareil. Alors, jamais eu de grosse blessure ou de pépin physique. Non, jamais eu de grosse blessure. Ou de pépin physique. J'ai eu de la chance. J'ai eu des petites blessures. Il y a très longtemps, je m'étais fait un peu mal aux ischio. À Vitoria, je me suis fait assez mal à la cheville en courant à la cheville gauche. Voilà, c'est des choses qui passent. C'est jamais une grosse blessure. Et ça, effectivement, j'en suis assez content et je fais quand même assez attention. Je ne maîtrise pas forcément tout le temps que ça, mais j'essaie de quand même faire très, très attention à ça. Donc, meilleur investissement, j'y reviens. Très honnêtement, alors j'y ai pensé. J'ai réfléchi et pour moi, c'est vraiment les prolongateurs Unico. Alors, pas parce que c'est Unico en particulier, mais c'est vraiment ces prolongateurs-là. Alors, je dirais que ça, pour moi, ça change vraiment toute la dynamique sur la partie vélo, dans le sens que c'est très bien d'avoir du matériel aéro, c'est très bien d'avoir du matériel optimisé, d'avoir une position optimisée, mais il faut la tenir. Et le fait de tenir la position, ça passe par le fait d'avoir des bons appuis sur le vélo. Ça passe par le fait d'avoir un support. Pour moi, on a 5 points de contact normalement sur le vélo. On a la selle, on a les 2 pieds et on a soit les 2 mains, soit les 2 bras. Et ça passe par le fait d'avoir des points de contact confortables. Sur la selle, c'est réglé. Sur les pédales,
C'est généralement pas trop un problème si on a des bonnes chaussures et que les cales sont bien réglées. Et ensuite, on a naturellement l'option de personnaliser son cockpit. Donc, le cockpit qui vient de base, je pense que de manière générale, c'est quelque chose qui est suboptimal parce que c'est pas du tout adapté au physique spécifique de chacun. On va avoir un point de contact assez petit au niveau des coudes. Et ensuite, merci beaucoup Richard, merci d'avoir été là. À la prochaine. On a des points assez petits et la position n'est, je veux dire, en un sens, on va être contraint par les limites physiques des prolongateurs qui sont fournis avec le vélo. Cette année, donc, j'ai fait 2 tests en vélodrome, à chaque fois précédé donc, d'un bike fitting, quelque chose de statique, et ensuite on passe sur quelque chose de dynamique où, merci beaucoup Fad, à bientôt, à la prochaine, merci d'avoir été là. On passe sur quelque chose de dynamique, ce qui permet de à la fois valider la position et également de vérifier que la position, au-delà d'être confortable et de rentrer donc dans les normes de ce qu'on considère comme étant acceptable dans le cadre du bike fitting, va également être aéro. On va mesurer le CDA dont je vous avais parlé dans une vidéo. Et donc, une fois que tout ça a été fait, et donc j'en ai fait 2 parce que sur le premier, je pense que c'était essentiel de tester avant de m'investir dans la confection d'un cockpit personnalisé, et notamment à cause de ce que ça représente. Je voulais tester ça en vrai sur une course, ce que j'ai fait à Saint George. Je suis repassé au vélodrome pour justement affiner la position par rapport au ressenti que j'avais eu sur cette course. Et sur cette base-là, je me suis lancé donc, avec Unico sur la production de ce cockpit personnalisé. Le cockpit Unico, donc, comme je vous disais, voilà, c'est pour moi le meilleur investissement que j'ai pu faire parce qu'à la fois ça permet effectivement de performer sur le vélo en ayant une position très confort qui du coup permet de traduire dans les faits tout ce qui a été travaillé au niveau aéro, que ce soit au niveau matériel ou également au niveau de la position. Ça permet également, donc, parce que naturellement, si on en sort toutes les 5 minutes parce qu'on a mal au cou, on a mal aux épaules ou quoi que ce soit, c'est pas forcément idéal. Ça permet aussi de commencer la course à pied, je pense, dans de meilleures conditions. Je sais qu'après Saint George, championnat du monde en mai, j'avais pas mal de douleurs à ce niveau-là durant la course à pied. Et c'est quelque chose, je pense, qui était dû à la position, qui était peut-être pas forcément adaptée. Deuxième passage au vélodrome. Et là, ça a été corrigé parce qu'à Vitoria, aucune douleur. Et ensuite, sur les 70.3 et Kona, aucune douleur non plus. Donc, c'était un bon investissement. C'est pas donné du tout, mais ça valait la peine. Et vous m'aviez demandé aussi, ce que en termes de matériel, des choses style Stride, le Super Sapiens, tout ce genre de choses. Je pense que c'est sympa à avoir. Le Super Sapiens, clairement, si vous avez la possibilité de l'utiliser, il n'y a pas besoin de l'avoir tout le temps, il n'y a pas besoin de l'utiliser pour toutes les courses, avant toutes les courses, ni durant la course d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est de l'utiliser pour savoir, en tout cas, peut-être pendant la préparation, comment le corps réagit à la prise de carbs. Qu'est-ce qui va fonctionner le mieux pour vous? Est-ce que ça va être du Morten? Est-ce que ça va être une autre marque? Est-ce que ça va être davantage en gel? Est-ce que ça va être davantage en liquide? En tout cas, savoir un petit peu, en fonction de ce que vous absorbez, comment est-ce que vos corps va traiter ça et quel niveau de carbs va être le mieux adapté pour vous pour performer le mieux. À ce niveau-là, je pense que c'est très utile. Après, c'est pareil, c'est un investissement. Ça ne sert à rien d'en avoir 150 ni de l'avoir de manière générale. Alors, semelle, Nicolas, semelle pour la course à pied. Alors moi, j'ai pas de semelle pour la course à pied. J'ai pas vraiment de raison d'en mettre en fait. J'ai pas vraiment de problème, de nécessité plutôt au niveau des pieds à ce niveau-là. Donc, je pense que ça peut être très très bien. Je pense que tout ce qui est chaussures faites pour pronateurs, supinateurs, pour moi, c'est vraiment de la connerie, tout ça. Bon, c'est beaucoup de marketing. Je pense pas que ce soit vraiment quelque chose qui soit très, très efficace.
Je pense qu'en revanche, si vous avez effectivement une tendance à la pronation, à la supination et qu'il y a quelque chose à corriger, il ne faut pas se baser sur le type de chaussures et l'approche marketing qui a été pris par la marque. Je pense qu'en revanche, il faut mieux aller voir un professionnel effectivement qui vous fera des chaussures, enfin en tout cas des semelles adaptées à votre morphologie spécifique que vous pourrez effectivement utiliser dans vos chaussures. Ça sera beaucoup plus efficace selon moi que de s'orienter vers des chaussures orientées pronation, supination. Très honnêtement, j'y crois pas. Pour moi, c'est beaucoup plus un argument marketing. Donc, qu'est-ce que je souhaite changer en termes de matériel pour la saison 2023 ? Alors, pour la saison 2023, je vais honnêtement pas changer grand-chose en termes de matériel. Alors, en natation, je pense que je vais rien changer. La combinaison Hub me va très bien. Les lunettes que j'utilise, c'est les Magic 5 qui me plaisent très bien. Je porte des lunettes de contact, des lentilles de contact. Et en fait, les Magic 5, c'est les seuls où j'arrive à faire l'intégralité de la natation sans avoir d'eau dans les yeux. Donc, pour moi, c'est assez important à ce niveau-là. J'en ai essayé pas mal. Lorsque j'avais fait les championnats du monde à Saint George en mai, il avait fallu qu'on me donne une paire parce que les miennes avaient pété. C'était vraiment pas agréable. Donc très clairement, c'est pas quelque chose que je vais changer. Ensuite, en vélo, le vélo, ouais, non, la casse des Magic 5, en fait, je pense que c'est juste que je les ai trop. C'est pas le produit en tant que tel qui est pas top. Je pense que je les ai trop utilisés avant. Avant, je les remettais pas nécessairement dans la boîte, je les jetais dans le sac comme ça. Donc, il y a peut-être eu une petite faiblesse à ce niveau-là. C'est clair que c'était un sale coup, mais je pense pas que ce soit dû à la mauvaise qualité de la lunette. Donc ça, je leur en veux pas, disons. C'était pas cool, mais je leur en veux pas. Sur le vélo, honnêtement, j'ai longtemps hésité, mais le Canyon, il est tout neuf, il a même pas un an, donc ça sera vraiment de la bêtise d'en changer. Qu'est-ce que je pourrais changer sur le vélo ? Alors, je vais peut-être me faire plaisir et prendre quand même les roues Cadex, parce que je les trouve quand même assez top. J'aime bien le design et j'adore le son du Free Hub sur la lenticulaire. Donc ça, je vais peut-être les prendre. Ce sera peut-être le petit cadeau de Noël que je vais me faire. Mais sinon, sur le vélo, je pense que je vais pas changer grand-chose non plus. Au niveau de la transmission, c'est pareil. Je vais juste alterner entre le 52, donc le monoplateau en 52 que j'ai, et le 50-37. Si jamais il y a un petit peu plus de dénivelé avec la cassette, je pense que je vais pas la changer. Je vais garder la 10-33. J'ai une 10-28 aussi, mais honnêtement, entre 10-28 et 10-33, je pense que ça me saoule plus qu'autre chose de la changer sur la roue. Donc, je vais plutôt garder celle-là. Mais voilà, il y a pas, les chaussures sont au top. Si, il y aura la trifonction. Donc, comme je vous l'avais dit, je pense, en tout cas, je l'avais mis sur Insta. Je suis ambassadeur pour Trimtex jusqu'à fin 2023. En tout cas, c'est renouvelable si ça fonctionne, mais en tout cas, jusqu'à fin 2023. Et donc, a priori, je ne devrais plus utiliser la trifonction Endura et je devrais en avoir une Trimtex personnalisée, pareil, donc avec un design sur lequel on va travailler. Ça ne sera pas celle que j'utilise à l'entraînement, qui est déjà top. Hein. Honnêtement, la noire avec les bandes dorées, elle est vraiment super confort et vraiment, je l'adore. Mais j'aime quand même bien le côté aussi personnalisé. Donc, ça sera le même modèle donc, que celle de Blumenfeld. C'est la nouvelle qui vont sortir et ça sera pour le début d'année. Et en course à pied, là, il y aura pas de changement non plus. Je pense que sur les chaussures, je vais rester sur des Alpha Fly ou les Alpha Fly 2. C'est vraiment celles qui me conviennent le mieux. J'avais essayé les Metaspeed Sky à Kona. Elles sont bien, elles sont très sympas, mais au final, je pense que les Alpha Fly sont celles qui me conviennent le mieux. Alors, ambition pour cette chaîne YouTube. Les ambitions pour la chaîne YouTube, c'est déjà, merci à vous tous qui êtes connectés là et à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne et qui la suivent régulièrement. Très honnêtement,
je suis extrêmement heureux de voir comment est-ce que ça se développe et surtout d'avoir des gens très bienveillants comme vous, une communauté très très bienveillante qui voilà, me soutient et me suit. C'est très sympa d'échanger avec vous, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Insta. C'est très motivant et clairement, je pense que c'est un plus. Donc, je dirais que pour la chaîne, je prends également beaucoup de plaisir à l'entretenir, à la développer, à filmer des vidéos, à trouver des idées. D'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Mais je pense que l'idée, ça va être voilà, de continuer sur la lancée. Je pense que la série de vidéos Two Worlds vous a intéressé. Alors, je ne sais pas si c'est le côté plus partage d'expérience, si c'est que les vidéos étaient peut-être plus travaillées aussi, si c'est davantage les debriefs de course ou le fait que je vous emmène avec moi sur les courses. Mais en tout cas, c'est quand je regarde les stats, c'est des vidéos qui ont bien marché. Et merci beaucoup, c'est très gentil, tout YouTube. La qualité, merci beaucoup pour ça aussi, Clem. Donc, voilà, l'idée, c'est de continuer à développer la chaîne. Moi, je suis très content de la manière dont ça se développe. C'est pas une chaîne qui a 10 000, 20 000, 40 000 abonnés encore, mais c'est finalement une chaîne qui est relativement jeune, dans un domaine qui est relativement niche et qui voilà, se développe à son rythme. Donc, l'idée, ça va être de poursuivre ça. J'ai dans l'idée donc de faire cette nouvelle série de vidéos Chasing the Slot, qui va avoir pour objectif de vous amener avec moi durant toute la période jusqu'à fin avril. Ça va être un petit peu pour vous présenter les changements justement dont on a parlé aujourd'hui qui vont intervenir à l'entraînement et également tout simplement ma préparation pour essayer de faire mieux que je n'ai fait l'année dernière, que ce soit sur le 70.3 de Dubaï, mais surtout sur, comme je vous le disais, mon gros objectif du début d'année sur l'Ironman Texas. Et à côté de ça, il y aura toujours des vidéos si je tombe sur un produit qui me fait plaisir de tester. Il y aura toujours des vidéos de test. Il y aura peut-être quelques vidéos de conseils si c'est quelque chose que vous aimez également. Si vous avez des sujets, n'hésitez pas. Je vais travailler avec Moxie également. Vous avez peut-être vu ça sur Insta, donc je vous ferai une review sur ça. Et ça fait partie, pareil, des éléments que je vais intégrer dans ma préparation pour justement tenter d'apporter un petit plus encore au niveau de mon entraînement. Donc, écoutez, voilà pour ça. Pas grand-chose d'autre à dire. Donc, continuez le développement, continuez de proposer un contenu qui vous plaît. Et surtout, comme je vous le disais, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Donc, à l'entraînement, Raphaël, je cours avec les Hoka. Ouais, absolument. Je cours beaucoup avec les Hoka, les Carbon X3 en ce moment. J'avais les Carbon X, je crois que c'était les deux, les rouges avant. J'aime bien pour l'entraînement. Alors, pour les compétitions, clairement pas, parce que je trouve qu'elles sont pas assez rapides. Pour moi, je trouve qu'elles sont pas assez réactives. Et ça manque clairement quand je les compare au Alphafly, qui reste ma référence pour les courses. Il n'y a pas ce rebond, cette dynamique. Ça reste au final, même si c'est des chaussures qui ont une plaque de carbone, ça reste pour moi des chaussures qui ne sont pas très orientées, suffisamment orientées performance. Donc je vais les utiliser à l'entraînement. D'ailleurs là, il faut que je me reprenne une paire parce que celles que j'ai, elles sont cramées. Alors peut-être pas les Carbon X3. Si vous avez des recommandations pour d'autres modèles que vous aimez, n'hésitez pas. Mais j'aime bien les Hoka. Elles sont assez au final polyvalentes. Ça me permet de faire de faire de l'intensité, ça me permet de faire de l'endurance fondamentale avec la même paire sans forcément que ce soit difficile de courir dans l'un ou dans l'autre avec la même paire. Si je fais de l'endurance fondamentale avec les Alphafly, ça va être l'enfer, c'est juste pas possible. Elles sont pas faites pour ça, donc ça va pas être possible. Donc Clem, merci beaucoup, c'est super sympa. C'est super sympa. Voilà un petit peu tout ce que j'avais à vous dire. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou si on finit là. Au final, on a déjà dépassé de 45 minutes par rapport à ce qu'on avait prévu. Donc,
Alors, il y a pas mal de questions du coup qui ont sauté, qui étaient dans l'autre chat. Donc, si jamais je n'y ai pas répondu, n'hésitez pas à la reposer. Mais sinon, en tout cas, on peut arrêter sur ça. Et moi, je vous remercie encore une fois beaucoup, tous. On n'est pas beaucoup, mais on est entre nous. Et comme ça, un premier live, c'est quand même assez top. Alors, date de mon premier 70.3. Alors, j'ai pas la date exactement, mais ça sera en février. Ça sera le 70.3 de Dubaï. Et je crois que ça va être aux alentours du 4 ou 5 février. Mais je suis vraiment pas persuadé. Donc, on va voir ça. Voilà, allez, on va finir là, les amis. En tout cas, merci beaucoup encore une fois d'avoir tenu le coup, d'avoir été là. Si ça vous a plu, on pourra refaire ça à l'occasion. Moi, j'ai passé un super moment. C'était vraiment très, très sympa de partager tout ça avec vous. Et je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une très bonne soirée. Allez, ciao.